Le kick-off de cette semaine sous le prisme des arts et de la culture. Pour dire que les lampions se sont éteints hier sur l'édition 2017 du Ngondo. Et ce qu'on retient, c'est que pour les 2 prochaines années, Sa Majesté Madiba Songhé sera donc le président en exercice du Ngondo. On va également retenir que cette année, c'était le message de la solidarité, de l'unité et de l'indivisibilité du Cameroun qui était donc mis en avant, mais aussi, comme vous le savez, le vivre ensemble en promotion. Donc, bonjour à vous, madame, messieurs, bienvenue sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission 10-12, le Zénith. On monte en gamme pour ce lundi 4 décembre 2017. Le plateau, le panel est là, comme chaque matin, avec Chalamel. Bonjour et bienvenue. Chalamel Bachou. Bonjour, Eric Fopoussi. Je demande 1 minute de silence pour le repos des âmes des soldats assassinés dans le nord et sud-ouest. C'est pas bien. C'est méchant que de poser ce type d'acte. Ils sont là pour vous protéger. Vivement qu'on puisse respecter cette tenue. Et donc on parle de la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et le gouvernement qui annonce des mesures plus énergiques pour donc juguler tous ces faits qu'on peut considérer comme malheureux pour un pays comme le Cameroun qui est un pays mendiant de paix. Vous savez vers qui je me tourne quand je le dis. On a également ce matin Florazé, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Et ce matin, un bonjour spécial à toutes les dames, parce qu'on sait qu'on est déjà en pleine période festive pour ces fêtes de fin d'année, surtout beaucoup de vigilance dans nos marchés bondés de monde, parce qu'on a également des personnes qui réfléchissent à pas mal pour opérer aussi avec de nouvelles stratégies, des pickpockets également. Donc mesdames, faites très attention dans les marchés, dont les taxis, supermarchés et autres. Alors très bien, on va donc envoyer ce message-là ce matin, un message super sage, j'ai envie de dire à votre suite, Florazé, qu'on retrouve, et ça vous le savez mieux que moi tout à l'heure à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. L'actualité sera avec elle décryptée sans complaisance. Alors, on a également sur ce plateau ce matin Bombok Bengan, bonjour et bon début de semaine, bienvenue aussi ce matin. Bonjour Eric Fopoussi, nous devons écouter les autorités. Nous devons respecter nos autorités, mais les autorités doivent en retour être à l'écoute des populations. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Voilà le message que le Ngondo nous délivre pour 2018. Mais avec un pincement au cœur de Mbombok, est-ce que les autorités camerounaises écoutent les peuples? Je doute, j'ai des doutes. Donc, autorités camerounaises, écoutez vos peuples, parce que vous allez parler au nom du peuple, vous allez prendre les engagements au nom du peuple. Sinon, je ne dis plus rien. C'est un message lumineux sorti donc du Ngondo cette année pour 2018. Alors mesdames, messieurs, place au commencement, au déclenchement de ce programme ce matin. C'est bien l'histoire du jour et vous savez qui est chargé justement de la mettre en bouteille. Elle est déjà à l'antenne. Elle, c'est Tendance, la voyageuse de Bruxelles. Ah oui, ça n'arrête pas avec elle, vous le savez. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour Bombok, parce que si tu n'avais pas dit de Bruxelles, Bombok, tu sais ce que je vais faire après. Voilà. Je ne suis pas très fière ce matin parce qu'il y a un mariage qui aura lieu le 9 samedi du côté de Banjo. Les mariés sont troublés. Ils sont dépassés. Ils ont besoin de conseils de tous ceux qui regardent l'émission ce matin parce que sans vous, nous ne sommes rien. Est-ce que je manque Flora? Non. Les mariés ont besoin du soutien. Et le soutien, c'est à travers vos messages, donc vos SMS que vous allez envoyer par rapport à l'histoire du jour. Parce que la dame même en question regarde cette émission, son fiancé, bref, son fiancé regarde cette émission. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. C'est un couple qui n'arrive pas à s'entendre. Le mariage, c'est samedi. Comme ils n'ont pas l'argent pour prendre le service traiteur, ils ont décidé qu'une famille doit préparer. Madame a dit à son mari que je préfère qu'on laisse la charge à ma famille de préparer parce que tous les mets dont on a fait la liste là, ils ont fait la liste, le ndolé, le tarot, la tenue militaire, le congrès de chef et le héros. Ils ont fait la liste. Monsieur dit non, je préfère aussi que c'est ma famille qui prépare.
Madame a dit non. Ta famille ne peut pas préparer parce que je connais mes belles-sœurs. Tes soeurs, comme elles sont ce qu'elles sont, elles vont même venir avec ses copines préparer et emballer tout. Alors qu'on a passé d'argent pour organiser le mariage. Monsieur a dit non. C'est ma famille qui prépare. Madame dit ok. Mieux on rassemble alors les deux familles. Elle vient préparer. Monsieur a dit non, on ne rassemble personne. C'est ma famille qui fait à manger. Dans la liste qu'on a sortie, ma famille est obligée de préparer ça. La dame de son côté dit non. Tous les mecs qu'on a cités, ma tante plie bien le tarot. Ma famille connaît aussi bien faire ça. J'ai ma cousine qui fait bien le ndolé. J'ai aussi ma nièce qui fait bien le héros. Pourquoi ce n'est que ta famille qui va préparer? Donc c'est en train de créer un brouhaha. Madame ne sait pas si elle va danser avec le pied gauche ou le pied droit. Et ce qui m'énerve, Eric, c'est que je vais faire le choix à ce mariage. J'ai mon reste d'argent là-bas, 50 000 francs. Pardon, discutez vite. Vous vous entendez vite, on finit mon reste d'argent et vient parler. Ou ma part de travail ici, ou ma part de parler là, c'est le travail. Donc la folie, c'est le travail. Hey! Pardon, organisez-vous vite, entendez-vous vite. Et je sais que les auditeurs vont vous dire ce que vous allez faire. Pour les téléspectateurs, auditeurs, téléspectateurs, c'est même plus même tabac, à mon avis. Donc, ce sont les enfants du même mère, quoi. Tu vois, non, Flora? Donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vraiment, le couple attend vos conseils. Est-ce que la dame doit laisser que la famille de son mari prépare pour son mariage qui aura lieu samedi? Point d'interrogation. Est-ce qu'au nom de l'amour même, monsieur ne peut pas laisser que sa belle famille prépare? Point d'interrogation. À vous la parole. Et donc ce matin, on va essayer de trancher deux problèmes dans cette histoire. D'abord, le problème du service traiteur et comment tout cela doit se passer lorsqu'il s'agit de préparer un mariage. Et ensuite, donc, les rapports entre les deux familles, du moins les familles de ces deux enfants qui vont convoler en juste noces. Bon, donc, première question, comment on doit se comporter face à un tel dilemme? Il n'y a pas de dilemme. Il y a un dilemme justement par rapport à ce que nous dénonçons sur ce plateau depuis plus d'1 an. C'est-à-dire qu'on continue à penser que le mariage, c'est deux personnes. Comment se fait-il que la femme qui se marie samedi ait encore à discuter des problèmes de piment ou de l'ail, de tout ça fait quoi? Elle fait quoi là? En fait, on ne la voit même pas. On ne devrait pas la voir. On ne devrait même pas savoir comment les choses se font, comment les choses vont se passer. Mais je ne sais pas si c'est l'occidentalisation doublée de l'Église, parce que ce week-end, j'ai assisté à un mariage et ça m'a sidéré. J'ai entendu un prêtre dire, non, le mariage c'est vous deux. Quand vous aurez le problème, prenez la Bible. J'ai dit, mais voilà quelqu'un qui veut encore enfoncer davantage le couple. Le mariage, ce n'est pas deux personnes. Et la femme ne devrait pas être là. Le mariage, vous qui nous écoutez, ça doit être fait ici. Je parle là de la célébration, parce que je fais fi des autres choses, d'autres et tout ça. Lorsque vous prenez la famille remet sa fille à l'autre famille, on signe, là c'est l'acte de mariage traditionnel est consommé. Et là, on vous reçoit. Maintenant, l'autre famille, la belle famille, reçoit leur femme, leur épouse, et va la présenter publiquement. Et c'est cette famille-là qui prépare le mariage en fonction de ses moyens. Vous avez ajouté les services traiteurs, ainsi de suite. Mais bon, nous, je ne mange pas le service traiteur. Donc, en fait, c'est la famille qui reçoit l'épouse, qui s'occupe de la réception. Ce n'est plus elle, ce n'est plus sa famille. Maintenant, parce que c'est deux familles qui se marient, on associe l'autre. On peut associer l'autre en leur disant, mais bon, comment on va faire? On va organiser ici, on va organiser ça. Et en plus, il a dit en Banjok, donc ça se passe au village. Non, c'est comme ça que ça se fait. C'est la famille du marié qui s'occupe, qui devrait s'occuper de toutes ces commodités-là. La femme même, on ne la voit pas. On ne devrait pas la voir. D'accord. Seule fait même pour elle de venir s'incruster là-dedans, ça veut dire qu'elle commence là son mariage par un mauvais chemin, par un mauvais pas. Elle va danser à gauche ou à droite, c'est son problème, mais elle commence là par prendre un mauvais pas de danse. D'accord. Dans ce qui va s'appeler mariage à partir de samedi prochain. Peut-être avant qu'on ne passe la parole à Chalabel ce matin, alors j'aimerais Flora Zeyan vous demander, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme soit aussi intransigeante avec cette volonté pour elle de confier la préparation du buffet à sa famille, à sa propre famille à elle? Non, parce que c'est le plus beau jour d'une femme.
Et le plus souvent, quand on parle de cuisine, la femme se sent indexée. Parce que quand la nourriture n'est pas bien cuite, quand il y a des petits désagréments au niveau du buffet, on vous regarde, vous la mariée, mais Flora, j'étais à ton mariage, ou alors ton oncle à ton mariage, vraiment, la bouffe n'était pas très bonne, la nourriture n'était pas très... Voilà, donc la femme se sent interpellée, concernée, parce qu'elle est l'actrice principale du jour. Alors, moi, je crois que, parce que c'est le plus beau jour de sa vie, on devrait céder aux doléances de cette dernière. Et comme je le dis, tendance à notamment, ils ont énuméré les menus. Et ça se fait le plus souvent avec d'abord le mari. Parce que je reviens pour dire que cette affaire de mariage, la célébration, oui, vous venez, vous mangez, vous buvez, mais ça commence d'abord entre les deux partenaires qui planifient selon le budget qu'ils vont mettre sur la table. Maintenant, la famille, les deux familles accompagnent les deux mariés dans ce processus. Donc, je pense que si la femme, par exemple, avec son mari, a tenu à choisir, à cibler quelques membres de sa famille et quelques membres de sa belle famille, pourquoi monsieur devrait faire un cas alors qu'il a beaucoup de choses à gérer pour la célébration? Le mariage, c'est ce week-end. Alors, il devrait laisser les popotes, les cocottes à madame. Elle cible les menus et tout. Et parce qu'aucune femme n'accepterait justement avoir une mauvaise cuisine, je vais dire une mauvaise réalisation des menus pour son mariage, je vais dire pour la célébration qu'elle organise. Aucune femme. Vraiment, il faut être venue de marche, je sais pas, un extraterrestre. Aucune femme. Donc, elle est là justement pour la bonne marche de cette célébration. Donc, monsieur n'a pas besoin de mettre des cales. Okay. Enfin, c'est mon avis. Alors, Charles Lamel, il faut aussi signaler dans cette émission ce matin que le monsieur peut-être insister que sa famille gère ce volet parce qu'il estime que le budget qu'il a à disposition pourrait peut-être servir. Non, mais oui, c'est vrai, il peut avoir des craintes que la famille d'en face puisse dilapider, puisse distraire les sous et que finalement ce budget ne soit pas utilisé à bon escient. Alors, il faut dire que dire et écouter cette histoire voudrait dire que les jeunes aujourd'hui n'ont rien compris au processus du mariage. Ils n'ont rien compris à l'ensemble des procédés mis sur pied par ceux-là qui nous ont précédés et dont notre devoir et notre rôle, c'est de continuer à pérenniser l'ensemble des actions. La première phase, c'est le toquet-porte. Le toquet-porte, c'est une bouteille avec laquelle on vient pour dire « je suis là, je demande la route, est-ce qu'on peut me donner la route ?» Il y a une deuxième rencontre à laquelle on dit « ok, d'accord, puisque tu es venu, on a vu ce que tu as fait, écoute, voici la liste, voici ce qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir. » C'est une deuxième rencontre. Lorsqu'il va se préparer et qu'il est prêt, il annonce son arrivée. À cette arrivée-là, la famille de la femme est tenue d'assurer la cuisine. L'homme est tenu de venir avec le vin. Voilà la complémentarité première. La femme prépare, la famille de la femme prépare. Celle de l'homme vient avec le vin. Dans d'autres contrées, c'est une mamie de chef avec 100 000 francs au-dessus. Ailleurs, c'est toute autre chose avec laquelle la famille de l'homme arrive pour venir compléter. Mais le jour de la célébration, ce n'est plus l'affaire de la femme. C'est la famille de l'homme qui reçoit aussi la famille de la femme. Parce qu'en premier noce, c'est-à-dire en premier mariage, au niveau de la dot, sur le plan traditionnel, c'est la femme qui a reçu la famille de l'homme. Au mariage officiel, puisque cela avait les convenances, c'est l'homme. C'est au tour de l'homme de rendre l'appareil. C'est comme le principe de tontine. Hier, c'est toi qui as bouffé. Aujourd'hui, c'est moi qui bouffe. Alors, si la femme veut avoir un droit de regard, encore qu'on ne lui demande rien, on ne lui demande rien, l'homme a dit, on prend en charge le jour de l'événement. On n'a jamais interdit que sur la table, même lorsqu'il y a traiteur, on n'a jamais interdit qu'il y ait le coquille qui arrive, qu'il y ait le namondo qui arrive, qu'il y ait le coq qui arrive. Tout ce qui arrive comme repas est accueilli. À moins encore que la femme souhaiterait justement avoir un droit de regard sur le plan financier. C'est-à-dire la famille en train de dire, mais le mariage c'est fini, nous-mêmes on ne gagne rien. Il faut qu'on ait aussi notre côte part pendant la préparation. Donc, il y a des aléas, mais en respectant le principe, c'est le premier tour, c'est la famille de la femme qui reçoit. Le deuxième, c'est l'homme. Oui, le principe est de manière chronologique bien expliqué par Charles Lamel. Alors, tendance, qu'est-ce que la femme gagne à insister, parce qu'elle insiste beaucoup, de gérer cette histoire de cuisine, de gastronomie? Elle doit gagner parce que c'est son jour où elle dit, qu'est-ce qu'on appelle le mariage?
selon vous. C'est la seule raison? Non, même pas ça. C'est son seul jour où elle doit sourire, montrer à ses collègues de service que je suis mariée, parler encore. Montrer aux gens qui croyaient qu'elle ne pouvait jamais se marier, qu'elle s'est mariée. Alors, si ma belle famille prend sur elle de faire à manger, elles ne vont pas bien préparer. On se connaît entre nous. Soit mes belles-sœurs vont aller emballer ça pour gâter mon mariage. Alors que si c'est ma famille qui prépare, ma famille va bien se concentrer. Quand ma mère sera là, elle va bien, même si c'est la sauce noire qu'on écrase à la pierre, ma mère va écraser avec tant d'amour. La belle famille, même pour couper le poulet, on ne va même pas couper en quart. Si on dit fais ceci, on ne va même pas faire beaucoup avec l'amour. Moi, je dis que l'homme, là, au nom de l'amour, même, il peut laisser toi, madame. Pourquoi insister et imposer? Si tu aimes ta femme, laisse que sa famille prépare. Le problème est où? C'est son mari, c'est elle qui se marie. Et les belles familles qui vont rester derrière disent que, comme elles refusent qu'on nous donne là, on va voir si le mariage aura lieu. Est-ce que vous allez préparer plus que ma famille? Non. Parce qu'on vous connaît. Si mon mariage se gâte, une tendance que comme moi, qu'est-ce que mes collègues vont dire que maman, le mariage de Krign, on a son mariage, on n'a même pas mangé, on n'a pas bu. Parce que vous avez tout diminué, l'argent, ou encore diminué, tout ce qu'on a dit qu'on prépare pour rentrer avec. Si mon mariage se gâte, et que mon boss est au mariage, vous n'avez pas le reste, vous allez servir que le whisky fort, je vous connais. Même pour acheter le whisky, vous n'avez pas acheté le bon whisky. Si mes collègues viennent, elles ne mangent pas les bonnes cuisses de poulet, c'est même pas honte. Alors que quand c'est ma famille, on prend tout le temps de découper le poulet comme il se doit, mais le poisson, on découpe, on sait que non. Telle personne peut manger, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'on dramatise, on discute, il ne faut même pas discuter. Mais, si tu ne l'aimes pas, dis une fois que tu ne l'aimes pas, parce que tu ne peux pas être en train de vouloir te marier samedi, jusqu'aujourd'hui, encore lundi, vous discutez, vous n'avez pas encore tiré de conclusion. Mais Florazé, pourquoi cette tendance à toujours indexer un homme lorsqu'il prend une décision et dit « Oh, il ne m'aime pas, oh, c'est qu'il ne m'aime pas, oh, c'est parce que... » Non, mais il veut bien l'épouser. Quand il y a l'amour, il laisse toi, madame. Madame règle tout. Je veux que Florazé, il faut réagir, s'il te plaît. Non, ça c'est l'avis de tendance. Je dis que non, on ne va pas quand même. Ici, il ne s'agit pas de ça. L'homme aime bien cette dernière, la preuve. Ils vont se marier. Ça veut dire qu'il y a de l'amour. Alors, quel que soit l'intérêt. Alors, je dis que c'est très important pour la femme. Si elle insiste, je suis d'accord avec l'élaboration culturelle et traditionnelle. Mais si la femme insiste, ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être qu'on n'est pas entré au fond de l'histoire. Peut-être que ils vivent déjà ensemble depuis pas mal d'années et que peut-être elle ne s'entend pas très bien avec sa belle famille, etc., etc. Donc la femme a un droit de regard justement sur la tenue de la célébration de son mariage. Elle va être figurante. Ça veut dire que c'est vrai, on va vous dire, vous, mon petit soin, mais dans votre cœur de femme, vous voulez toujours savoir si la cuillère sera à sa place, s'il y aura les couverts appropriés, si. C'est de votre droit. C'est de votre droit. Maintenant, je dis que comme tout a commencé à la base avec l'homme et la femme quelque part, il faut bien que ça continue ainsi. On rend tout simplement compte à la famille qui, elle également, doit agir de simplicité de cœur, avec humilité également, et se dire que okay, c'est le grand jour de cette dame. Si elle a décidé comme ça, on s'agenouille tout simplement. Alors, mais je crains fort que ça ne s'arrange pas comme ça parce que il semble que les positions sont très tranchées, mon boc, et que à cette allure, les choses risquent de ne pas se mettre en place de manière pacifique. Non, moi, tendance à dire qu'elle ne voit pas de problème, il y a l'amour. D'accord, ça veut donc dire que la femme qui va se marier, elle vient avec ses copines, je pense qu'elles vont laver le ndolé, elles vont écraser le mbongo, elles vont tout, et elle en premier. Elle doit être en première position. S'il faut faire les râpés, elle-même prend et commence à râper. Et qu'elle ne dise pas le jour-là que non, vraiment, je suis en train de me tresser. On est en train de vouloir vraiment la coiffure est montée et ma tenue même. Voilà. Non, attends, il faut être sérieux. On n'est pas là pour s'amuser. Nous disons bien aux jeunes qui se marient aujourd'hui que s'ils veulent respecter la tradition occidentale, j'ai aussi appris ça de certains endroits, lors de certains mariages. Lorsqu'on fait l'acte d'état civil, c'est la famille de la mariée qui offre le vin d'honneur. C'est ce que j'apprends. Maintenant, célébration du mariage religieux, parce que moi je n'y vais pas, on dit que c'est la famille de l'homme qui fait des trucs. Ça veut dire qu'on a voulu copier là ce que Charles Hamel et moi, on décrivait tout à l'heure. Mais pourquoi ne procède donc pas de cette manière-là? Et la femme, j'ai dit, elle veut se faire belle. Lorsqu'on veut se faire belle, maintenant c'est parure, c'est maquillage, c'est tout ce qu'elle veut.
elle va donc lier à ça avec le mbongo qu'elle va écraser ou le tarot qu'elle va piler elle-même parce qu'il faut qu'elle soit là. D'accord. Non, soyons sérieux. Mais Charles Hamel. Donc, il faudrait qu'elle laisse. Et maintenant, qui va la danser? S'il veut donc écarter ses belles-sœurs, qui viendront la danser? Mais petites sœurs ne sont pas là. Mais qui vient la danser? Elles ne seront pas là. Sa famille vient préparer, te laisser dans un monde inconnu. Donc, elle va là dans un monde inconnu d'elle. En fait, ça veut dire qu'elle ne va pas en mariage. Ou alors, elle veut apprivoiser l'homme qu'elle va épouser samedi. Elle va dire, j'écarte tout le monde là. Non, bon, je vais rester avec mon mari. Tendance, une seconde. Charles Hamel, d'abord. Charles Hamel, alors, donc il n'y a pas de moyen de trouver un consensus. On est quand même dans un territoire où on peut trouver un arrangement, des mesures de compromis. Pas de compromission, mais de compromis. Non, il faut dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas, on ne débat pas. Vraiment, je ne pense pas que la femme ce jour devrait s'occuper d'autre chose que cela, vraiment. On a vu des femmes, des familles, des femmes à qui on a tout confié en termes de réalisation, et on a été déçus au niveau de la concrétisation. Ça, il faut le préciser. Il y a des événements où vous arrivez, on dit, mais si on avait dit qu'il fallait, on voulait les gambas, on voulait si, on est arrivé au marché, on n'a pas trouvé et tout. Je préfère que ce soit à l'honneur du mari, que le mari prenne sur lui de porter cet échec, que ce soit la famille de la femme. La famille de la femme, dit-on, comme nous dit l'histoire de tendance, ses petites sœurs vont suivre, ses petites sœurs vont contrôler. À quel moment c'est la famille de l'homme qui reçoit? C'est la famille de l'homme qui est en train de dire aujourd'hui, nous allons démonter, c'est le retour. Lorsque vous sortez, vous sortez souvent des mariages, vous allez entendre, mais attends, les gens là nous ont reçus. Hein. Vraiment, on a été à l'aise, on a bien mangé, on a bien bu. Jamais on ne dira la femme, on dit la famille, parce qu'on sait que la partie festive, généralement, de ce jour de la concrétisation, c'est réservé à l'homme. Donc j'estime aujourd'hui que c'est une mauvaise bataille qu'engage la femme, et c'est même mieux que ce soit encore fait aujourd'hui. J'aurais préféré que la cuisson commence à partir de jeudi soir, parce que si on remet l'argent, et comme Tendance l'a dit, on commence à cuisiner ici aujourd'hui, vous allez voir des poulets devenus durs. Les gens ne parviennent même pas souvent à manger à cause de ça, parce qu'on a commencé à faire la cuisson le lundi, mauvaise conservation, vous avez des poulets fat, résultat des gastro. Et tel que je vois, la femme elle ne veut pas les problèmes. Parce qu'elle a dit à son mari que ouais, c'est alors mieux que les deux familles préparent. Monsieur a dit, pas question de deux familles. Donc, que soit ce jour, soit ma famille vient chez vous préparer, soit ta famille vient chez nous. Monsieur a dit qu'il ne veut pas que c'est sa famille à lui. C'est plutôt lui qui veut les problèmes. Madame ne veut pas les problèmes. Elle aime son mari, elle comprend vraiment. Elle veut que ce soit bien. Elle ne veut pas les choses de la honte. On se connaît entre nous. Parce que celle-ci va venir préparer, emballer sa part. Celle même qui a aidé à préparer, on va dire, maman, les enfants vont manger quoi? Prends ceci. On va emballer sans pitié. Alors quand ce sont tes soeurs surveillent. Ah bon? Oui. Ah, c'est ça. Tes tantes vont suivre, sont attentionnées. Ta famille même a attentionné que ouais, notre fille va en mariage. Mais quand c'est la belle famille, on dit, c'est souvent l'inverse. Ok, on va dire que c'est suffisant. Les groupements qu'on a eu ce matin, c'est quand même assez suffisant comme éclairage sur cette histoire. On va prendre quelques messages avec vous, Florazé. Alors, ce matin, il y en a tellement. Bonjour à vous. Le mariage, c'est le respect, c'est le dialogue. Et là, il y a déjà pas ça dans cette relation. Ça montre que la femme ne respecte pas le choix de son époux. L'homme devrait faire plaisir à sa femme. Donc, ça s'annonce mal pour les deux, pour l'avenir du couple. C'est Baker de Bonamoussadi qui réagit. Quant à moi, je préfère que les deux s'asseyent et préparent le menu pour le mariage. C'est ça. Le mariage, se marier et sa famille organise justement le mariage. C'est la femme qui a épousé l'homme. Ça, c'est une question que Taïra Longa nous pose depuis l'hiver. Bon début de semaine, notamment, normalement, c'est la belle famille de l'homme qui prépare, voilà, qui apprête le repas, et la famille de l'homme vient juste en aide. C'est Ernest de Garoua qui réagit ce matin.
Ça dépend de quelle culture il s'agit ici, hein, parce qu'après, chacun fera un débat sur à qui revient la paternité ou le droit de faire cette tâche de gastronomie. Mais après, comme l'a dit Bobok sur ce plateau, et assez suffisamment d'ailleurs, c'est à l'homme que revient la charge de faire. Dans toutes les tribus africaines, et là, ça date depuis des années 1000 jusqu'à aujourd'hui. Même les tribus, les sociétés qui ont introduit la culture musulmane, ou je vais dire islamique, dans leurs données, lorsqu'on épouse, c'est la famille de l'homme qui reçoit la femme, qui s'occupe de ça. Il y a un moment où la famille de la femme fait des cérémonies quand elle donne sa fille en mariage. Mais maintenant, le dernier, voilà, je vais dire, le cadeau final, c'est la famille de l'homme qui montre ses capacités au déploiement, à l'amour que parle Tendance. Comment on accueille notre femme avec amour. Ce n'est pas elle, elle vient, elle est même cachée. Elle doit être cachée. Et, voilà. Et puisque c'est la famille, c'est la famille de l'homme. Et c'est l'homme qui vient avec la valise, qui habille sa femme et tout. Maintenant, parce que vous avez commencé à mettre le mariage, c'est 2 personnes. C'est ça qui gâte le processus. Non. Mais en le disant sur ce plateau, notons aussi qu'il y a des familles qui optent souvent pour des wedding planners et tranchent ce débat du coup. Parce qu'il faut qu'on oui, là, ça devient... Je vais dire que là, ça obéit donc aux visées des uns et des autres. Vous vous dites, vous allez vous marier, vous allez même aux îles Caïmans. Personne ne vous dira, vous viendrez avec votre acte de mariage, ça se fait. Il y en a qui disent que non, nous on ne se marie même pas ici. Ça se fait, vous prenez 2 passants en route que vous ne connaissez pas, qui vont être des témoins de votre mariage. C'est ça la démocratie ou ce que vous voulez. Non, mais maintenant, complet voilà, sur le plan des traditions, et nous vous expliquons comment ça se fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander la liste, vous voulez doter une femme. Et à un moment, lorsque vous aurez doté, vous dites, le reste des choses, je ne m'en occupe pas, je fais comme je veux. D'accord. Et là, ne soyez pas surpris demain que la société va sens dessus. Dites-vous que c'est vous qui avez pris le mauvais chemin. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle notre société va... c'est la raison principale. Lorsque l'homme et la femme ne connaissent pas les orientations de la société qui les a mis au monde, vous allez prendre des chemins divergents et la société sera sans dessus. Ça devient un problème parce qu'ils décident tous les 2. En fonction de vos parents, ils ont fait comment? Bonjour à vous. Pour moi, le mariage est un rêve de femme. Donc, c'est à elle de s'occuper de l'organisation. Voilà. C'est bien. Et puis, un autre message pour clôturer cette première vague. Tonnerre Richard, depuis PK13, pense que cet homme aime vraiment sa femme. S'il aime vraiment, il doit donc laisser cette dernière s'organiser, organiser le festin pour la famille. Ça veut dire que l'homme doit fendre le bois. La femme ira là-bas piler le couscous, faire de tout. C'est bon. Pas de ça Merci à vous, messieurs et dames, pour cette joute verbale assez intéressante ce matin via cette histoire du jour. On va surtout vous dire que l'émission se poursuit. 10-12 le Zénith avec tout de suite et maintenant la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du politiquement incorrect dans ce pays. Je m'interroge sur les politiciens, le politique et la politique au Cameroun. Y a-t-il une différence? Oui, y a-t-il une différence entre les administrateurs au Cameroun et les politiques du Cameroun? Le Cameroun est-il en panne d'inspiration? Comment comprendre le fait que les politiques camerounais ne s'activent pas, ne parlent pas, ne participent pas aux événements de la vie de la cité? Ils ne connaissent pratiquement rien, ni le coût de la vie, le prix de l'huile et du plantain, le prix du poisson, de la farine, les loyers. Connaît-on ou connaissent-ils aujourd'hui à combien on loue une chambre désormais à Douala? Le prix d'une chambre en location à Yaoundé, connaissent-ils? Quel est le prix d'un 2 pièces, 3 pièces dans une ville comme Douala? Alors que tous les pays de la sous-région
ont homologué les prix? Comment comprendre que les politiques camerounais ne s'activent pas, ne connaissent même pas le prix des chaussures, encore moins le prix des médicaments? Parce qu'il faut le dire, ça ne va véritablement pas. Comment comprendre que nos politiques n'aient pas compris que la majeure partie de la société ne soit réglée que sur une décision politique, une seule décision politique? Comment faire la différence entre un homme politique et un administrateur, car les deux semblent être englués? Comment comprendre le fait que les politiciens camerounais n'aient encore compris que c'est de leur ignorance politique que naissent les prostituées, l'enfant de la rue, le voleur, le pire de tous les bandits et surtout le politicien malhonnête, menteur et corrompu qui lèche les pieds des entreprises multinationales et nationales? Comment comprendre le fait que le politique n'ait pas encore compris que c'est à cause de lui, ou mieux grâce à lui, qu'on maltraite les employés, que les patrons des multinationales ne payent pas les taxes réglementaires, qu'on pille les ressources du pays? C'est à cause de lui. Qu'on méprise les valeurs de rigueur et moralisation, qu'on néglige la prise en charge des malades, qu'on ne livre pas les chantiers en construction. La preuve, la majeure partie des chantiers engagés depuis 2012 sont en arrêt parce que, dit-on, on se concentre sur la canne. Et après quoi? Et puis quoi? Comment comprendre que le politique, le politicien, l'administrateur camerounais n'ait pas encore compris que c'est à cause de lui qu'on abandonne les axes routiers, qu'on ne pense pas à la réhabilitation des campus, qu'on ne considère pas l'humanité pensante de l'homme, qu'on instaure ou qu'on a instauré la corruption comme modèle de vie? Pourtant, une seule décision politique, une seule décision prise pourrait mettre fin à cela. Comment comprendre que le politicien, le politique et l'administrateur camerounais n'aient encore compris que c'est à cause de lui que les crises sociales continuent à perdurer? Pourtant, on parle de vivre ensemble. De quel vivre ensemble parle-t-on? Comment comprendre qu'il n'ait encore compris que c'est à cause de lui que les transports sont en mal au Cameroun? Comment comprendre que les transports ne soient pas homologués sur l'ensemble du territoire? Pourtant, une seule décision viendrait résoudre cela. Comment comprendre que le politique, le politicien et l'administrateur n'aient pas les coups des franges pour dire ce qui est, pour rendre compte de la vérité, que les victimes ne soient pas indemnisées à juste titre, des victimes tant sur le plan aérien, catastrophes aériennes, accidents terrestres, accidents maritimes, ne soient dédouanés à hauteur ou alors ne soient véritablement indemnisés à juste titre. Comment comprendre que le politique, les politiciens et administrateurs camerounais n'aient encore compris que le déguerpissement ne soit précédé d'indemnisation et relogement? Comment comprendre que nos politiques n'aient encore compris que c'est à cause d'eux que la société va mal? Sur tous les plans, on souffre. Sur tous les plans, on s'interroge. À moins que cela, au finish, ne soit voulu sciemment. Et donc, on évoque ce matin ce fossé de plus en plus grand, de plus en plus fort, qui existe entre les élites politiques et le peuple, on pourrait dire le petit peuple, donc ces politiques qui se bunkérisent au point de ne pas savoir ce qui se passe, du moins les réalités du peuple. On a souvenir en France tout récemment avec une politique qui, à l'époque, nous disait qu'elle ne maîtrise pas le prix de la baguette de pain. Vous savez qui je parle, c'est d'aller Kosciusko Morizet. Au Cameroun, on peut également citer de nombreux exemples. Bambok, c'est clair que lorsqu'on est une élite politique et qu'on s'éloigne du peuple et qu'on tend à ne penser qu'à soi, on oublie l'intérêt général. Oui, tout à fait. Mais moi, je répondrai à Charles Hamel que le politique comprend justement ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire creuser l'écart entre le plus riche et le plus pauvre. Et le politique a pris l'engagement d'être plus riche et de laisser les gens plus pauvres. Parce qu'il faut qu'on donne quelques exemples. En 1960 déjà, lorsque certains pays, la plupart des pays africains accèdent à l'indépendance, on dit le revenu de 20% de personnes plus riches avait déjà un revenu égal à 3 fois le revenu des 20% les plus pauvres.
J'ai dit bien 30 fois. En 2000, lorsque ce que vous appelez la mondialisation arrive, le revenu de 20% des personnes les plus riches est passé à 82 fois celui des 20 personnes les plus pauvres. En 60, c'était à 32. C'était à 30. En 2000, c'était à 82 fois. Et à cette date-là, 500 millions de personnes sur 6 milliards et demi que compte le Cameroun, soit une personne sur 12, comptait déjà, vivait à l'aisance. Hein. Donc vous pouvez comprendre. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards et demi, mais 500 millions de personnes, donc demi-milliard, vivent de la pauvreté. Maintenant, le rapport de ce qu'on appelle le CNUCED, c'est-à-dire que la Conférence des Nations Unies sur le développement a sorti un rapport en 1914 en disant ceci, que depuis la dévaluation du franc CFA en 1994, le nombre de pays africains qui étaient dans les revenus intermédiaires, donc les 14 pays, sont devenus les pays pauvres et très endettés. Et ce rapport nous disait, paru en l'an 2000, disait que les 14 pays de la zone franc allaient s'engouffrer dans la pauvreté si ces pays ne cherchaient pas à revenir. Et tout ça, les politiques le savent. Puisque les rapports du CNUCED, c'est eux qui vont aux conférences des Nations Unies, ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas ce que veut dire la conférence des Nations Unies sur le développement. Maintenant, en 2002, les 20% de la population mondiale accaparent 80% des richesses mondiales et possèdent 80% des voitures du monde entier et consomment 60% de l'énergie totale utilisée. Je parle là de 20% de la population mondiale. Nous sommes 7 milliards et demi aujourd'hui. Et les 225 personnes les plus riches du monde totalisent quelque chose comme 1000 milliards de dollars américains, donc soit environ 540 000 milliards de francs CFA. 225 personnes du monde. Donc, et tout ça, les politiques le savent. Donc, lorsqu'on voit la politique aujourd'hui, c'est pour cette raison que lorsque le Cameroun est entré sous plan d'ajustement structurel en 1986, les rapports des institutions spécialisées de la BEAC, pour prendre notre cas de la CEMAC ici, vous disent que les personnes, donc les individus, sont plus riches que les entreprises. Or, le pays est sous ajustement structurel. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'observateurs, et moi avec, pensent que depuis mars dernier, mars 2017, que nous sommes encore rentrés sous plan d'ajustement structurel, on risque encore de créer davantage de riches dans notre pays que de résoudre les problèmes de pauvreté. Et tout ça, le pays le connaît. Donc, en fait, Charles Hamel veut vous dire que le politique vous néglige. Ils ne sont pas là, ils ne connaissent même pas le prix du pain. En plus qu'ils peuvent acheter le pain partout. Et c'est pour cette raison qu'ils vous disent, on va libéraliser les frontières. Parce qu'eux, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent en Europe. Et que vous allez rester à manger votre conchap, votre gari, si vous voulez, ou votre mbunga glacé, et ça ne leur dit rien que vous mangez le mbunga. Vous ne mangez pas, ça ne leur dit rien. D'abord, là où vous ne pouvez pas circuler, ils viennent avec les 4x4, ils circulent. Voilà, donc c'est là l'exemple même fort de ce qu'on subit au Cameroun avec donc ces élites politiques. Et il faut déjà, et Charles Hamel le mentionne très bien, fait la différence entre un administrateur et un homme politique qui fait de la politique. Parce qu'au Cameroun, les deux semblent se chevaucher. On ne sait pas trop bien qui fait quoi, qui fait non, on sait, c'était inscrit, je vous le précise, en 1985. Je ne prends que cette date. Vous avez raison, Bobo. Lorsque le RDPC est né à Bamenda, l'article 84 de ce parti dit que tous ceux qui ont rang et prérogative de secrétaire général d'administration centrale est astreint à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Oui. Bon, ils ont enlevé cette disposition-là en décembre 1996. Mais, effectivement, les administrateurs sont donc militants de nos partis au pouvoir. Maintenant, et ça leur donne le statut donc, de politique. Sauf que Mbobok, ce qu'on relève ce matin, c'est que ceux-là qui sont aujourd'hui administrateurs n'ont pas prouvé par des actions sur le terrain de militantisme comme on peut le concevoir. À travers des gens comme Mitterrand qui ont fait leur classe dans la politique, n'ont pas prouvé cela. Donc c'est ce qu'on dit sur ce plateau, c'est que ces gens-là sont en chevauchement entre les deux fonctions, entre les deux qualités. Alors Florazé, j'ai envie aussi de dire que ce que mentionne Charles Hamel ce matin, c'est un fait réel, parce qu'au Cameroun, lorsqu'on nomme une personne par exemple, et Edonie Elwood l'a chanté, mon frère est nommé, je suis en haut.
Oui, et comme mon l'a si bien dit, il y a un fossé énorme où les personnes, justement, soit le politicien, le politique, l'administrateur, où justement on n'arrive déjà pas à faire la différence aujourd'hui, ne sont plus là pour l'intérêt général. Parce qu'en fait, ça fait partie justement de leur devoir. Ils sont là pour l'intérêt général. Ils sont là pour porter les problèmes du peuple, pour améliorer les conditions de vie du peuple. Alors, il y a un chiffre également, moi, qui a trotté dans ma tête durant tout ce week-end. On parle de 39 046 emplois créés en 2017. En tout cas, si je ne me trompe pas dans mes chiffres, qui ont donc été annoncés par le Premier ministre ce week-end. Alors, des emplois qui ont été créés en 2017. Et pourquoi on a autant de chômeurs? Pourquoi on a autant de diplômés qui, justement, n'arrivent pas à s'insérer dans la société aujourd'hui? Alors, voilà les élections qui arrivent où, justement, on aura toutes ces personnes, des politiciens, des politiques, des administrateurs, tous, justement, qui vont descendre sur le terrain avec soit des sacs de riz, des sacs de maquereaux, etc. Pour ne citer que ces petits détails, justement, pour faire quoi? Pour amadouiller le peuple. Parce que pourquoi le peuple, justement, a besoin de ça, en fait? On a parlé du coût, je veux dire, qui est assez, le coût de la vie, qui est assez élevé. On n'a pas tellement ressenti, je veux dire, la campagne de sensibilisation, la campagne liée à la vie, contre la vie chère, etc. Même là-bas, lorsque vous allez faire vos courses chez une femme, vous n'avez pas la différence entre aller dans un marché commun et d'aller justement dans ces petits stands. Alors aujourd'hui, maintenant, le peuple a faim. Le peuple n'arrive pas à se soigner. Le logement déjà est indispensable, je veux dire, n'est pas adéquat, n'est pas accessible. Alors on se retrouve justement dans ce cirage, c'est-à-dire dans le noir. Alors comment même penser à la revendication? Si déjà le ventre est vide, même parler va vous dépasser. Donc quand ces politiciens arrivent maintenant et vous brandissent pour quelques heures, pour une petite période, c'est-à-dire ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie d'entendre sur le coup, on est un peu distrait et on est obligé de sombrer justement pour bien dormir, ou alors justement pour essayer de penser son estomac. Tendance de Bruxelles, on est là à disséquer, à décortiquer cette attitude politiquement incorrecte au Cameroun. Ça cuit. J'ai 2 cas à dénoncer. Bientôt la période des élections. Avant, je vous supportais. Maintenant, je suis obligé de parler. Même comme il dit qu'il ne connaît rien en politique. Le tout, si je connais un peu. Vous attendez les périodes où on va commencer avec les élections pour descendre dans les villages, tromper nos mamans avec les morceaux de paille, les coupons. Les têtes de maquereaux chinois. J'attrape ça à ma mère. Vous allez me sentir. Le tête de maquereau chinois, le riz chien. Le riz chien. Quand même on demande au chien, le chien ne mange pas. Le riz caillou, pour aller beurrer les yeux des parents avec. Acheter les paquets d'allumettes. Acheter même les choses périmées pour aller donner à la famille. Dire que vous allez faire les forages. Vous allez cimenter les roues, bourronner les maisons. Je ne veux plus entendre ça. Et après, vous disparaissez. Vous allez courir dans les villages, dire que non, ici, là, on peut faire un orphelinat. Ici, à l'hôpital, on peut donner les médicaments pour aider les enfants qui sont malades, aider les femmes qui souffrent. C'est pour un temps. Après, vous disparaissez, on ne vous voit pas. On appelle ça le one-man show, la talakou. On n'a pas besoin de talakou. Ça ne nous fait pas avancer. Deuxième sujet, ça ne concerne pas la politique, mais deuxième point. Deuxième point, toujours dans la colère de Chalamel. Ces bailleurs qui laissent les maisons chères. Bon, c'est un problème qui me ronge parce que j'ai fait beaucoup de pays. En Afrique même, j'étais au Bénin, j'étais au Tchad. J'étais à Facha, pourquoi pas. Moi, mes pays africains, je ne vais pas citer tous les pays. Au Tchad même, si tu payes 6 mois de loyer, c'est ce que tu veux. Donc le bail, même quand tu viens lui donner ses 4 mois de loyer, il est content. Chez Idriss Déby, mon deuxième pays d'accueil. Alors qu'ici au Cameroun, quand tu veux louer la maison, si c'est 2 chambres, on va te dire 100 000 francs, 1 an, 2 mois de caution. Il y avait les démarcheurs à côté. Tu veux louer une chambre, 30 000 francs, 1 000 francs, 1 an, vous versez 1 an, madame, avec 2 mois de caution remboursable, avec 25 000 francs de caution d'eau, avec 15 000 francs de caution de lumière. Vous croyez que nous mangeons quoi? Non, parlons pour mes vrais. Vous croyez que nous avons quoi? Nous n'avons rien. On n'a rien. Ça ne va pas. Si ces hommes politiques-là pouvaient aussi intervenir selon, concernant même la location, d'abord même, je vais dire à mon pays, il va mettre ça dans son registre. La fin de l'année, sinon, les bailleurs vont dire que c'est pas... Je sais que les bailleurs vont dire, longue bouche, tu nous as payé à construire notre maison, je sais. Mais quand même, il faut donner la chance à tout le monde d'aller en location, de pouvoir joindre les deux bouts. Je m'en bonbon. Non. Qu'un bailleur reste au quartier comme s'il dit, tu vas payer qu'un an, madame. Parfois, on te dit,
On te dit 15 mois. À raison de 100 000 francs. Et ils ne veulent même pas payer les impôts. D'abord, même, tous les foncière. bailleurs là, je vais vous dénoncer. Vous allez payer. Ce n'est pas que vous allez rester au couloir, construire les maisons, mettre les gens. Les maisons où on ne dort même pas bien. Mais je rappelle quand même Où que les civils viennent nous indisposer. dans la récente réforme du code pénal camerounais, on nous a vendu des mesures qui visaient justement à réduire, à juguler ces abus qui sont observés dans les différents bails. Mais Charles Hamel, on continue quand même à parler ce matin de ces élites politiques qui ont fini par étrangler le peuple par leur façon de faire, d'agir au quotidien et par leur arrogance caractérisée au final. Alors, disons simplement que jusque dans les années 90, tous ceux qui ont été ministres avant, jusqu'en 2000 même, on va dire jusqu'en 2000, se sont retirés la mort dans l'âme. Si vous partez à Yaoundé, vous voyez les anciens ministres, ceux qui ont servi cette République avec honneur et fidélité, ils ont de la peine à vivre leur retraite, ils ont mal. Ils ont très mal parce qu'aujourd'hui ils se disent pourquoi n'ont-ils pas eu aussi la chance de pouvoir voler? Oui, je vous le dis, pouvoir voler. Aujourd'hui, nous fonctionnons dans un système où le procureur n'a pas la possibilité de se saisir d'un dossier s'il n'a été instruit. Il n'a pas la possibilité de rendre un verdict, ou le juge n'a pas la possibilité de prendre une décision, de rendre un verdict s'il n'a été instruit. Comment en arrive-t-on là? Le ministre n'a pas la latitude de descendre sur le terrain et de s'exprimer s'il n'y a pas la photo du chef de l'État. Si ce n'est pas là, il ne parle pas. Pourquoi? Comment sommes-nous arrivés là? À quoi nous servent toutes ces multiples coopérations? Coopération multilatérale, coopération multisectorielle, coopération bilatérale, lutte contre la pauvreté. Depuis 10 ans, on lutte contre la pauvreté. On a gagné quand? Accord de partenariat, il faut aussi ajouter. Accord de partenariat, lutte contre la vie chère. On a lutté contre quoi, l'huile? Le plantain, le sucre, le riz. Non, on a lutté contre quelle vie chère? On avait lutté pour le riz depuis. Lutte contre les exclusions sociales. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre un peu partout dans ce Cameroun? Posons-nous les questions. Et on a une pensée pour les personnes. Fonds de solidarité nationale. Annulation de la dette de près de 1000 milliards de francs CFA pour la réfection, réhabilitation, construction et j'en passe. Près de 2 milliards de la Chine, octroyés par la Chine pour la construction du nouveau palais des Verts. Voilà comment on vit en Afrique, c'est ça? D'accord. Nous avons des politiques. Donc, permettez-moi, à quoi nous servent ces politiques? Quand l'eau ne coule pas, vous savez que ça fait bientôt 6 mois que dans certaines zones du Cameroun, l'eau ne coule pas. Est-ce que vous savez que ça fait des semaines que les gens ne parviennent pas à boire une eau de qualité, avoir accès à l'énergie? Que chaque année, à une période, on vous dit non. Travaux de réfection, travaux d'aménagement, renforcement de X. On va où? Dans un ministère, on passe plus de temps à faire des séminaires, des forats, et j'en passe, que d'être actif sur le terrain. Mais on parle de quoi? Quelle est la différence entre un politicien dans ce pays? Dans ce pays, il faut une seule décision politique. Pour changer tout dans ce pays, une seule décision politique qui peut mettre tout à zéro, faire démarrer. Dans les zones où on enlève le bois, toutes les sociétés qui enlèvent le bois à l'est du Cameroun n'ont rien laissé. Rien laissé, même pas une salle de classe, même pas un dispensaire de qualité. Et au sud aussi. À l'est et le sud Cameroun. Vous parlez de quoi? À Djoum là-bas ou à Meyomé on parle de quoi dans ce pays? Il n'y a rien qu'on ait pu laisser de ce côté. Dans toutes les zones où on enlève uranifère, vous savez qu'à Poli, le taux de radioactivité à Poli actuellement est très élevé. Ouais, l'uranium. L'uranium à Poli. Là, on enlève le bauxite. Une seule décision politique dans ce pays peut tout changer. Mais restons au courant. On va enlever le diamant ici. Amener en Chine, en Corée, transformer, préparer, vendre, reverser 20% à l'État du Cameroun. En tout cas, Bombo, qu'on va finir sur ce sujet et achever en disant clairement que tout ceci a un dénominateur commun et on va le dire ce matin sans avoir de complaisance ni de retenue aussi. Non, c'est la vitesse à l'enrichissement.
la vitesse à l'enrichissement obéit à une pratique que nous a imposée la mondialisation à laquelle nous sommes engagés, c'est-à-dire creuser l'écart entre les riches et les pauvres. C'est cette optique que nous avons prise. C'est ça qui nous amène par exemple à la société financière et la société forestière industrielle de la Doumé, la SFID, qui est au Cameroun depuis plus de 50 ans, mais qui n'a développé aucune localité à l'Est, par exemple. Est-ce que le cacao et le café ont développé nos villages? J'ai dit non. Donc, et on a bien tué l'Office national de commercialisation des produits de base ici. Donc, c'est fait exprès. Et précisément parce que le chef de l'État actuel n'a pas été un militant politique. Il assistait au congrès de l'UNC en tant que haut cadre d'administration. C'est pour ça que quand il devient président de la République et président d'un parti politique, il se réfère à l'administration publique pour nommer des gens qui deviennent par ricochet des politiques alors qu'au départ, ils ne sont pas des militants. Et c'est clair, et on a compris qu'il est important aujourd'hui de cultiver donc cette passion politique auprès de tous les Camerounais, qu'on commence tous par des comités de base, à la base, qu'on aille apprendre à chauffer les salles, des meetings, qu'on puisse faire des porte-à-porte, qu'on puisse manifester et surtout qu'on vienne rendre compte. Et qu'on vienne rendre compte. On met l'article 66 de la Constitution, on dit que tous les élus après, à l'avant et la prise de fonction et à la fin de votre mandat, vous devez rendre compte. Et il est le premier à ne pas sortir le décret d'application de cet article 66 de la Constitution. Qui va permettre de lutter considérablement contre les enrichissements sans cause qui sont aujourd'hui observés à la tête de l'État du Cameroun, du moins dans les différents ministères et entreprises d'État au Cameroun. On va prendre quelques messages pour sortir définitivement du sujet. Florazé. Oui, Eric Fopoussi, ceux qui nous gouvernent, ma foi, ne sont pas des Camerounais. Après, ils vont nous parler de patriotisme alors qu'ils le mangent l'argent du pays tout seul. Autre SMS, qu'est-ce qui... Alors, qu'est-ce qui vous étonne par rapport au bail? Alors, tu as parfaitement raison. Je te dis, Flora. Non, parce que les gouvernements actuels avaient pris l'engagement en créant ce qu'on avait appelé MIPROMALO, la mission de promotion de matériaux locaux, de construire des logements sociaux. Et depuis longtemps, on a créé le crédit foncier quand même. Pourquoi n'avoir pas construit des camps SIC avec le matériau local, par exemple les briques ou alors les planches? Nous avons bien la forêt, nous avons la terre. Donc, à côté du ciment qui a constitué les premiers logements SIC, on aurait pu construire d'autres logements avec le matériau local pour voir la différence. Parce que Aïdjo avait fait cette expérience, par exemple, avec l'actuel ministère des Mines, l'énergie, tout en planche. Mais on a laissé passer le projet. Alors, moi, je pense, et je le dis concrètement, qu'il faut qu'on vide les camps SIC. Tous les camps SIC doivent être vidés. La SIC, ils doivent être vidés. Ceux qui ont mis plus de 10 ans doivent partir. En 10 ans, largement, on peut se faire une vie. En 10 ans, largement, on peut être installé. Beaucoup là sont installés dans les SIC. Vous arrivez là à Makepe, les SIC de Makepe un peu partout. C'est des gens qui ont déjà construit leur maison. Ils ont mis en location, ils continuent à payer 25 000. Qu'un pauvre devait payer. Logement qui n'a rien de social au final. Qui n'a rien. Non, je dis actuellement, même la SIC, les gens disent que l'ancienne conception de la SIC, des maisons SIC, ils devraient libérer. Ils devraient libérer, sauf les zones individuelles là, où on vendait les maisons individuelles qui étaient commercialisées. Mais les SIC, les immeubles là, ils doivent libérer. Ils sont nombreux qui ont déjà transformé cela. Et c'est vrai aussi parce que c'est un débat qui est également ouvert dans des pays comme la France où on voit des personnes très à l'aise occuper les HLM. Et pourtant, au départ, c'est prévu pour les personnes qui sont, au final, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je ne sais pas s'il y a d'autres messages. Je vais vous donner pour la colère de Charles Hamel. Blaise de Garoua pense qu'il n'y a pas d'administrateur, ni de politique, ni de politiciens au Cameroun. Au contraire, il y a des pilleurs, des détourneurs de fonds publics, des hommes de mauvaise foi. Je n'aurais pas réussi, pareil, envolé lyrique ce matin en tout cas. Merci à vous qui êtes très nombreux ce matin sur Equinox Télévision. On revient dans un instant. Ce programme de ce matin, lundi 4 décembre 2017, avec à l'entame quelques messages qu'on reçoit de votre part, mesdames, messieurs. Oui, Eric Fopoussi avec ce message. Kousserie, manque de route. Ils ne viennent une seule fois pour quand ils sont en campagne. Kousserie est coupé du Cameroun. Nous souffrons.
qui fait une recette, Pousserie justement, qui fait une recette en douane, mais qui n'a jamais eu de route. Je pleure mon pays. Oui, la répartition des richesses et Mbobok, justement, cela pourrait être réparé par la mise en place de la décentralisation au final. En principe, quand il existait des plans quinquennaux et le chef de l'État actuel était là, membre du gouvernement et occupé d'un poste, il était question que le développement soit orienté par rapport à certains nids de développement. On vous disait par exemple que le sud-ouest, grand bassin de production de cacao, on devrait faire une route. L'Uncam, carrefour entre 4 provinces qu'on appelait à l'époque déjà dans le littoral, le centre et l'ouest, on devait faire un pôle. Le Kousséri dont il parle, poste frontalier, on devrait faire, j'allais dire, un pôle de développement. C'est comme ça que c'était orienté et chaque fois, on donnait, je veux dire, à l'Assemblée nationale, on justifiait. Chaque ministre justifiait en fonction du plan de développement de la localité. Mais aujourd'hui, on vient, on vous dit non parce que la Coupe des Nations vient, on dit. Et à l'époque, même le président de la République justifiait les fonds qui lui étaient destinés et qui étaient votés à l'Assemblée nationale. Bon, je ne suis pas d'accord pour la simple raison qu'il y a les élites. Quel est donc le rôle des élites? Aucune. Les élites n'ont pas le rôle de développer un pays. Ils sont aujourd'hui, ce n'est plus le ministre de la République, c'est le ministre du clan. Je suis désolé. C'est donc ce qu'on condamne. C'est ce qu'on condamne, Charles Hamel. À ce niveau, ce sont eux qui devraient remonter l'ensemble des informations véritables. Non, ça reste ce n'est pas comme ça une république. Non, voilà. Justement. C'est donc la république des élites qu'on a voulu mettre en place et qui nous a amenés. C'est ce qu'on a envie de dire, que c'est ce vers quoi nous sommes. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne remontent pas, même à ce niveau, les informations? On vient de procéder là tout à l'heure. Moi, je viens de ma localité où le sous-préfet est en train de faire une tournée de prise de contact. Et il va faire une autre tournée économique. En fait, c'est lui qui remonte l'information. Les élites ne sont pas là. Maintenant, on va simplement aussi questionner le traitement des informations remontées. Est-ce qu'elles sont traitées de la plus bonne et efficiente des manières aussi? Questionner ce point-là. D'autres messages, Florazé? Oui, d'après les dispositifs du mariage, il revient à la famille de la femme de recevoir celle de l'homme le soir de la dot et le vin d'honneur. Après la mairie, la réception de la soirée du soir revient à la famille de l'homme pour ce qui est de la cuisine. C'est Patient de Dakar qui réagit par rapport à l'histoire du jour. Et très bien, c'est ça mon frère. Vous, au moins, vous comprenez un peu l'orientation de ces choses. Alors, Pamphili pense que pour lui, le mariage, c'est un exemple à l'État. Il donne un exemple à l'État civil. Est-ce que ça se passe dans la famille de la femme? Alors, c'est la famille de la femme qui prépare, en tout cas qui organise le festin. Si c'est dans la famille de l'homme, alors c'est l'homme qui s'occupe du festin. Il n'y a pas de si. En principe, l'état civil que nos grands-mères n'ont pas connu, qui est venu après, doit se passer dans la famille de la femme. Alors, Armel de Dogbong réagit. Elle dit que notre pays est parmi l'un des rares pays où les dirigeants ne s'intéressent qu'à leur propre cause, quitte à voir mourir le bas peuple. C'est ce qu'on développe ici depuis ce matin dans cette émission 10-12, le Zénith. Alors, autre SMS, bonjour. Il n'y a pas de débat à faire sur ce sujet. C'est la famille de l'homme qui reçoit la femme, sa sœur, qui dit que ses sœurs vont surveiller, auront le temps. La Bible dit que les femmes doivent être soumises. Elle a manqué son mari. La tendance. Est-ce qu'elle a insulté son mari? Non, de vous à moi, Eric. Est-ce qu'elle a dit mouf à son mari quand vous avez écouté l'histoire? Non. Elle n'a pas dit mouf. Est-ce que vous connaissez ce qu'on dit insulter? Insulter, c'est de dire les mots. Elle soupçonne ses belles-sœurs de pouvoir cacher la nourriture. C'est déjà une insulte. Non, parce qu'elle connaît le comportement des belles-sœurs. On se connaît entre nous. Et c'est là où elle ira. Elle est en train d'aller. Même pour le mal, elle peut même prendre ça de nos gens au passant. On se connaît entre nous. Pour gâter mon mariage. Pour que le madame, moi, faut comme ça, vienne à mon mariage, elle ne mange pas le poulet ni le poisson. Que c'était au mariage de quoi? Elle va aller parler le dollar, qu'on va manger les bourratifs. Alors que quand c'est ma famille, on va bien prendre soin de ce que mes amis vont manger. C'est une question d'honneur au final. Hein. Les gens de ma réunion vont dire quoi? C'est une question d'honneur là qui se règle. Je vais faire un mariage demain, on va m'insulter à la réunion que regardez. Dieu se vantait comme si on battait manger les bourratifs. Chacun va rentrer boire les ferragans.
ou encore le remède qui ne fait pas puger. Alors, le nom c'est quoi, Flora? Le Carbonate. Ou de prendre du carbonate. Alors Chalamel, j'ai quand même envie de rebondir sur ce sujet, parce qu'il y a quand même une bonne dose de la part de Tendance et de Florence du m'as-tu vu là-dedans, hein, clairement. Que ça manque où? Je vous ai dit que quand une femme, pour un moindre problème, résout pas, il ne m'aime pas. C'est la femme qui est le problème. C'est la femme qui n'est pas prête à adhérer à l'autre, à cet autre qui vient. C'est une femme égoïste et égocentrique qui pense à ne voir que tout autour d'elle. Quand ça l'arrange, elle est amoureuse. Quand ça ne l'arrange pas, on ne l'aime pas. Il faudrait qu'on se sépare. Il faudrait qu'on quitte parce que c'est l'ensemble des messages que nous recevons aujourd'hui. Il ne m'aime pas. Pourquoi c'est lui qui doit gérer? Moi, je veux me sentir épanoui. Je veux me sentir cessé dans mon couple. Émancipé. Je veux me sentir émancipé. Est-ce par là que passe l'émancipation quand on sait qu'elle a des devoirs, un rôle et un devoir qu'elle devrait de plus assumer, mettre en valeur? Le devoir de la femme, justement, c'est d'entretenir son mari. Et pourquoi vous négligez le côté je pense quand même que je pense très important en Afrique, Bobo. On est là en train de célébrer le mariage d'une femme. Bon. La femme, même si la star en fait de la soirée qui est la femme, même si justement sur le plan stratégique, esthétique, elle n'est pas là au four ou au moulin, mais même elle est là justement, c'est elle qui donne les directives à suivre. Elle veille. Flora, gardez un peu d'énergie pour la revue des réseaux. Soyez sûr que samedi qui vient là, la femme là sera d'abord en retard à l'église. J'attends moi que mon reste elle sera en retard. 5 secondes, je vais chuter en disant. Chuter ça. Elle va oublier sa coiffure. On dit généralement à la femme, sois belle et... Tais-toi. Merci. Regarde, et surtout, pas Eric, pardon, ce qui me craint. C'est pas moi. Cette maxime n'est pas de moi. Sois belle et tais-toi. Occupe-toi de ton époux. Vous avez voulu chuter avec ça, alors que c'est un tout. Oui, la femme, c'est sa beauté, parce que c'est ce qui vous attire à l'œil nu. Alors, mais également, c'est la cuisine, c'est l'organisation de sa maison, de sa cuisine, etc. Mais vous ne venez pas, l'homme aujourd'hui veut avoir la même tout. Vous ne venez pas commander une famille. On dit qu'elle est pas soumise. Attention. D'accord. En tout cas, ce qu'il faut savoir ce matin, c'est que la Bible le dit clairement. La Bible le dit, la femme doit être soumise à son mari. Je pense que c'est bien écrit noir sur blanc. Elle a manqué le à son mari à quel niveau? Chacun se fera sa réponse ce matin, madame, monsieur. Je ne vois pas le on vous laisse témoin de cela. Je vois le respect. On va tout de suite et maintenant, Floraz, avec vous, continuer dans cette lancée de l'émission pour prendre la revue des réseaux sociaux. Merci, Eric Fopoussi. Nous parlons notamment de la crise anglophone ce matin avec le préfet qui revient sur sa décision, en tout cas le préfet du département de la Magnou, qui revient justement sur sa décision portant accusation, évacuation des habitants du dit département. Alors, on revient sur les faits par rapport à cette information qui circule sur la toile en vue de la contre-offensive de l'armée. Joseph Oum II, puisqu'il s'agit de lui, préfet du département de la Magnou, avait donc publié vendredi dernier un communiqué où il demandait aux populations de certains villages d'évacuer. Alors, et puis, 24 heures plus tard, le préfet est revenu sur sa décision, appelant plutôt la population à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour mettre hors d'état de nuire les activistes radicaux. Et sur haute instruction, on le rappelle, du chef de l'État, alors il se prépare aussi une contre-offensive dans les régions anglophones nord-ouest et sud-ouest, des régions visées par des terroristes qui se réclament d'un mouvement sécessionniste, tuant des soldats de l'armée et de la police. On a également eu vent de cette information sur nos antennes. Et puis le gouverneur du sud-ouest de l'autre côté, Bernard Caleb Lai, soutient, on a entendu à la télévision nationale, que le fameux communiqué du préfet appelant les populations à évacuer l'État était bien sûr une fausse information. Il dit, le gouverneur parle d'une fabrication sur les réseaux sociaux. Et on rappelle que ce n'est pas la première fois que le préfet avait signé un message, en tout cas le 23 septembre dernier, qui demandait aux policiers, aux militaires et aux douaniers de faire usage de leurs armes contre les manifestations. Alors tous, justement, à la suite de certaines structures étatiques qui étaient attaquées par les manifestations. On est donc justement face à cette information qui a tout de même été démentie par le gouverneur
de la région. Oui, du Sud-Ouest. Bernard Kalabilaï, qu'on connaît bien à Douala parce qu'il a été le préfet du département du Vouri. Mais ce n'est pas la question ce matin, c'est ce cafouillage quand même assez surprenant, non, Charles Lamel, parce que quand même on a vécu un week-end de cafouillage et surtout cette note du préfet qui a un temps surpris tout le monde, cette évacuation. On s'est cru dans une planète, je ne sais pas, Mars, pour le coup. Alors, moi, je veux dire très simplement que je commence par m'inscrire en faux à travers l'ensemble des actions pour perpétrer sur nos forces de l'ordre, nos forces de défense. Et de sécurité. Vraiment, je demande à ceux qui le font, peut-être qu'ils sont en train de nous voir, nous on ne les voit pas, ils nous voient vraiment d'arrêter. Cela n'en a pas. Revendiquer est une chose, mais poser de tels actes vraiment va à l'encontre des principes d'une république. Ça, il faut respecter, les hommes en tenue. D'autres choses, ça démontre qu'il y a une infiltration au sein des services du gouverneur, au sein des services du préfet. Ça suppose que maintenant, c'est à l'intérieur. Tout le monde n'est plus d'accord. Ça suppose qu'en interne, il y a des gens qui ont entendu, qui ont vu des choses, qui ont vu comment ça se prépare et qui ont réussi à sortir en disant, voilà, faites attention, voilà. Ça prouve que le préfet lui-même ne détient plus l'ensemble de ses attributs, c'est-à-dire de ses instruments de commandement, notamment son cachet, la signature, parce que souvent aussi, c'est d'autres personnes, entre guillemets, qui signent et qui cachètent certains documents à lieu et place d'eux. Comment ça en est arrivé là? Il faudrait qu'on commence le nettoyage en interne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois dit, les populations ayant perçu, même si vous venez redire, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Qui a porté le message? Le message est arrivé comment? Ça a été rendu public par quel média? Ça a été rendu public par quel canal ou par quel canal? Les chefs de quartier, les chefs de village, comment est-ce qu'ils ont perçu? C'est tout ça qu'il faut aujourd'hui revoir. Et démontrer que désormais, au cœur même du système, il y a des pôles, où on va dire il y a des traites, des pôles qu'il faut démanteler, ou alors des autres sécessionnistes qui sont cachés au sein de des services de ces administrateurs. Cela s'explique aussi avec ce cafouillage, s'explique clairement. Bombok Bengan, ce matin, on va expliquer que le Cameroun subit ce type d'incongruité depuis tellement longtemps parce qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs pôles de décision. On ne sait pas où chacun tient ses ordres. Donc on arrive à ce genre d'incongruité où un préfet sort une première note et puis revient faire un rétropédalage. On a suivi sa réaction sur une radio Evangelus, un truc comme ça, où il explique de façon claire et nette qu'effectivement il a changé d'avis. Ah, il a changé d'avis. Oui. C'est encore grave. Voilà. Et ça suppose qu'il met en faux la réaction, la sortie du gouverneur qui est en train de dire qui a dit que c'était l'affaire des réseaux sociaux. Sociaux, voilà. Ça nous renvoie à 1997. Vous avez entendu parler ici des écoutes téléphoniques, de rouleaux compresseurs. Cette période-là, le Cameroun est à peu près comme cette période. Il y avait Bakassi d'un côté, les plans d'ajustement structurel qui nous terrassaient de l'autre côté. Et il y avait certains ministres qui n'osaient pas rendre compte au Premier ministre. C'est cette situation qui perdure jusqu'aujourd'hui. Où on vous dit, il y a certains ministres qui rendent directement compte à la présidence de la République et pas au Premier ministre. Ça serait temps. Est-ce que ce n'est pas de cette manière que certains préfets ne se trouvent pas, je vais dire, dans l'obligation de se référer à leur hiérarchie immédiate qui est le gouverneur? Ou alors, est-ce qu'il existerait, j'allais dire, des voies internes de répression qu'on a découvert? Parce que d'un cas comme de l'autre, vous avez parlé de cafouillage, je suis de votre avis, mais ça entre dans une logique héritée de l'administration coloniale française. C'est-à-dire que ce soit sous Cadeau, sous Roland Pré ou sous Pierre Mesmer, on amenait les populations, on les déportait de leur village d'origine pour les parquer le long de la route. Et quelquefois même, on poussait le cynisme jusqu'à construire les barrières. Et on pelait dans les camps de concentration. Le gouvernement actuel voulait donc expérimenter cette méthode-là que les hauts commissaires français avaient, voilà, tout à fait fait. Et ça a ébruité.
et ils sont obligés de faire un rétro-pédalage. Mais pour dire quoi? Pour dire que c'est l'ancien secrétaire d'État à la présidence qui était gouverneur dans les deux régions, David Aboué-Machoï, qui l'avait dit. Il avait fait une sortie où il disait qu'il avait rencontré un anglophone en Suède depuis longtemps, qui lui a dit, comme vous ne nous écoutez pas, tout le monde finira par nous entendre. Donc vous, à Yaoundé, vous ne nous écoutez pas, vous finirez, tout le monde finira par nous entendre. Ça va prendre des proportions inimaginables que nous condamnons, notamment l'attaque contre les forces de maintien de l'ordre. On va le condamner parce que lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme s'engage dans les forces de maintien de l'ordre, il a 18 ans, parce que le concours là-bas ne se passe pas à 32 ans, c'est à 18 ans. Et il met sa vie en jeu pour protéger la nation, alors même qu'il n'a pas le droit de voter, c'est-à-dire de choisir ceux qui vont gérer le pays. Mais lui dit, je vais mourir pour ma patrie. Donc, nous voulons j'allais dire, les encadrer, les soutenir, mais que les administrateurs nous laissent, en fait. Et qu'avec le chef de l'État, qu'il procède par le dialogue et résoudre ce problème. On n'en serait pas arrivé là. Je pense, comme vous, Mbombok, que notre armée, l'armée camerounaise, est réputée pour sa bravoure, pour son excellence, pour sa compétence. Là, il n'y a aucun sujet de polémique à dire là-dessus. Absolument. Mais sauf ce qu'on fustige ici, c'est l'attitude va-t-en-guerre du politique qui ne mesure pas très bien les risques qu'il y a à aller en guerre comme on le fait de manière désordonnée. Oui, Tendance. Ce qui m'énerve, tu sais que depuis le début de la crise-ci, je ne suis plus bien dans la tête d'Éric. Même mon ombre me fait peur. Quand je marche comme je regarde mon ombre, je panique. Je panique parce que ça ne va pas. Un communiqué sort, après l'autre ressort, après l'autre ressort. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'entente. Vous ne vous entendez pas. Même quand on veut prendre une décision, on fait des réunions. On demande à son supérieur, le supérieur demande au petit frère, le petit frère demande au grand frère. Vous essayez de vous entendre avant de sortir les communiqués. Maintenant, vous nous troublez. Quand on a dit que les gens de ce côté devaient quitter, j'ai commencé à paniquer. Mais, oh, ce n'est pas un matin pour se lever et quitter. Ils vont partir, qui partent où? Ils vont partir. Non, selon toi, quelqu'un dit aujourd'hui, dit que faut possible, viens, n'habite plus où tu es. Tu as 2 jours pour quitter là-bas. Tu vas te placer où? Tu vas rentrer dans ton village, non, et prendre l'argent où? J'ai commencé à paniquer que, voilà mon pays qui se détruit, vrai. L'autre communicant encore revient, dit que non, ce n'est pas ce qu'on a dit, on a changé d'avis. C'est parce qu'il n'y a pas la communication. Oui. C'est un retro-pédalage. C'est un retro-pédalage et on est heureux que cela ait été fait ainsi parce que ça aurait été un mauvais signal pour ce Cameroun si on avait maintenu ce genre de décision, de mesures qui tentent donc à salir, à ternir l'image du Cameroun. Un pays pourtant mendiant de paix, comme a dit l'autre. La suite de nos informations sur les réseaux sociaux, Florazé. Et nous faisons un tour, Eric Fopoussi, à l'Assemblée nationale, parce que c'est ce jour que se tient donc la dernière session parlementaire. En tout cas, malgré le tourbillon des revendications du social-démocratique, les députés ne se tournent pas et les poussent à l'Assemblée nationale. Alors les élus du peuple déjà ont entamé depuis cette matinée pour la dernière des cadres de la 3e et toute dernière session de l'année législative 2017 en dehors de l'hémicycle, on le rappelle, où l'opération Blocus, 0 délibération, 0 plénière lancée par le SDF qui a souvent été, qui a perturbé les séances plénières. Les travaux en mission se déroulent par contre dans la sérénité. On rappelle que ce jour, la commission des finances et du budget est donc la plus active déjà pour cette 3e session, notamment avec l'adoption de la loi des finances pour l'année 2018. Cette commission des finances et du budget est présidée par l'honorable Yahi Rosette Julienne et qui est du RDPC bien sûr. Et puis de l'autre côté, on a l'honorable Joshua Oshi justement qui lui est du SDF comme vice-président. On le rappelle, depuis l'ouverture de cette session, mardi 14 novembre, de la 3e session ordinaire lancée législative de l'année législative, les séances à l'hémicycle ont presque sinon systématiquement perturbé par les manifestations du social-démocratique franc et qui venait justement imposer un dialogue inclusif. Et puis c'est la principale, on rappelle, formation politique de l'opposition qui jusqu'à ce jour exige justement que le débat ou alors qu'on ouvre un débat inclusif sur la crise anglophone. En tout cas, ce qu'on va noter ce matin, c'est que Mbombok Bengan
le grand oral des différents ministres se poursuit, le balai se poursuit et chacun vient défendre son enveloppe budgétaire. Oui, mais je pense qu'il faudrait que les internautes comprennent une chose. Le SDF, les députés SDF n'ont pas dit qu'ils ne travailleraient pas en commission, qu'ils allaient boycotter la session. Non, ils ont dit, si on n'inscrit pas à l'ordre du jour le problème anglophone, il n'y aurait rien qui sera adopté. En séance plénière, En plénière. Ça s'adopte en plénière. Les commissions n'ont pas vocation à sortir, à approuver le projet de loi. Ils font des travaux en commission et viennent en plénière pour que les 10 échanges, les 10 travaux exercés là-bas soient adoptés en plénière. Et ils travaillent là-bas, ils sont allés pour travailler. Et ils sont même prêts à aller jusqu'à une session extraordinaire si on arrivait à inscrire à l'ordre du jour ce problème. Donc, ici, ils vont travailler. Mais attendons donc, si d'ici l'adoption en plénière, le problème n'est pas inscrit, je suis convaincu qu'ils vont continuer le blocus. Et que cela ne soit pas compris comme si, non, ils n'auraient pas dû. Non, ils sont des députés, des élus, ils participent à ça, mais rien ne sera adopté si on n'inscrit pas ce qu'ils ont exigé. Et puis, bon, pour votre suite, pour dire, vous savez, c'est la politique et tous les coups sont permis. Il a fallu également ébruter cette possibilité de faire passer ces députés pour des paresseux et surtout également faire montre de leur clientélisme en disant qu'ils sont en train de poursuivre également les perdièmes. Charles Hamel. Alors moi je vais dire très simplement qu'ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit de pouvoir revendiquer, de pouvoir... Ils sont là et je tiens à préciser qu'ils sont les représentants du peuple. C'est la voix du peuple qui est en train de s'exprimer. Même comme on voudrait les caractériser, comment on va dire, on voudrait régionaliser l'ensemble de leurs actions. Non, je pense qu'ils sont là pour revendiquer quelque chose. Pourquoi le camp, excusez-moi l'expression, adverse, ne s'arrange pas à inscrire cela à l'ordre du jour? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi les députés RDPC de ces deux régions ne sont pas solidaires? Pourquoi est-ce qu'on ne saurait dire d'accord, on a écouté ce que vous avez à dire, nous allons ouvrir les débats, nous n'allons pas débattre, mais nous allons poser la question, même si on connaît qu'à un moment donné, ils vont survoler, mais pourquoi ne pas, un temps soit peu, ouvrir les débats? Pourquoi ne pas dire, voilà, est-ce qu'il faudrait une instruction spéciale? Est-ce qu'il faudrait que ce soit le chef de l'État qui vienne encore apprendre aux parlementaires ce qu'il doit faire? Il y a autant de questions qu'il faut se poser à ce niveau. Se dire, est-ce que ce n'est pas quelque peu se dire que si on ouvre, on prend de flanc, nous le parti au pouvoir, on descend? Non, il serait temps, tôt ou tard, il faudrait qu'on pose la question sur la table. Mais pour le moment, nous sommes tous d'accord qu'il faut condamner, et je pense qu'ils sont en train de le faire, condamner vertement, avec la dernière énergie, les actions qui sont posées de ce côté du nord-ouest et du sud-ouest. Merci Charles Hamel pour cette condamnation. Vous insistez là-dessus. Non, j'insiste parce que vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'ai vu la veuve de Koualé. De ce policier Koualé. J'ai vu comment elle se roulait dans la boue. J'ai vu comment elle pleurait, cette femme. Ça fait mal, vous ne pouvez pas imaginer. D'autant plus qu'il n'a rien fait. On l'a enlevé de vie à trépas. Mon Dieu, c'est passé de vie. D'accord. Et surtout, on va prendre pour la suite avec vous, Florazé, la dernière information à tirer du panier. La dernière information, RFO Poussi, c'est à travers cet incendie qui s'est donc produit ce week-end au siège du PEUS, parti unis pour la rénovation sociale. Alors que s'est-il réellement passé? Une enquête est en cours pour notamment déterminer les causes de cet acte dit incendie criminel. En tout cas, selon le président de ce parti politique, il s'agit d'un incendie d'origine criminelle parce qu'on a eu des unités centrales qui ont donc été emportées. On a eu certains ordinateurs emportés, des disques durs également emportés. La documentation, quant à elle, du parti s'est envolée dans les flammes. Serge Espoir Matomba, puisqu'il s'agit de le leader du Parti uni pour la rénovation sociale, estime que son bureau était visiblement la cible de cet acte ignoble. Alors, à qui profite cet incendie? Les intentions opus, en tout cas, on pense les intentions de ces personnes qui visent à fragiliser la vigueur et la conviction des militants du PURS. Le Cameroun qui est décidément en feu, c'est la première réaction que j'ai eue suite à l'information que vous donnez ce matin, Florazé. C'est le Cameroun qui est en feu après l'Assemblée nationale, place maintenant au siège des partis politiques et notamment le cas du parti PURS, le parti uni pour la rénovation sociale du premier secrétaire. Donc c'est Espoir Matomba. Alors, tendance? Tous ceux qui font le désordre maintenant,
Il y a une nouvelle stratégie. On va vous lancer les abeilles. Vous croyez que quand vous brûlez dans la nuit, quand les gens dorment, on ne connaît pas. C'est les abeilles qui vont vous recevoir. Que ce soit les terroristes, ceux qui ont tué mes enfants gendarmes, mes enfants militaires, mes enfants policiers. Attendez seulement les abeilles. Parce que depuis quand vous faites, on ne dit rien. C'est facile à détruire, mais construire, c'est un autre problème. D'accord. C'est pour ça qu'il dit souvent que quand on fait certaines choses, il faut avoir la crainte de Dieu. Très bien. Les abeilles vont vous envahir dans la rue. Attendez, c'est une nouvelle stratégie maintenant. C'est ce qu'il faut pour vous. Vous, les détracteurs, les gens qui sont là pour faire du mal. Vous avez brûlé le commissariat là-bas dans le sud-est. On n'a rien dit. Ok. Alors, ce matin, j'avais... les abeilles qui vont vous accueillir. Ce matin, j'avais au téléphone Serge Espoir Matomba pour lui demander effectivement qui en veut au PURS, parce que c'est ce qu'on peut bien se poser comme question après cet acte criminel qu'il qualifie de criminel, hein, Bambok. Oui, attendez, on verra si cette fois-ci les enquêtes vont aboutir. Mais de l'histoire de reporters que j'ai souvenance que dans les archives, on nous parlait du siège de l'UPC qu'on avait brûlé dans les années 50 à 55, et bien des autres partis, y compris même le secrétaire général du comité central du RDPC. L'actuel, hein, M. Jean Coueté, sa maison a été brûlée à Yaoundé. Le siège de l'Assemblée nationale part en feu et tout. Donc, quand le feu est partout, on ne peut pas savoir qui met le feu. On reproche souvent les branchements électriques. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une main criminelle? Je pense que la police, qu'on appelle les fins limiers, pourra un jour nous dire. Mais surtout, je voudrais que les procureurs, dont la magistrature, les magistrats se saisissent de certains dossiers, qu'ils y engouffrent, qu'ils enquêtent, qu'ils nous donnent des conclusions de leurs enquêtes. Chalamel? Je vais vous dire quoi? Je vais vous dire quoi? Ça a pris feu. On ne peut que dire que si on éteint le feu, ça va. Voilà l'Assemblée nationale qui a pris feu. On a ouvert des enquêtes. Attendons. Vous aussi, vous avez porté plainte contre inconnu, non? Attendons. Mais on rit comme ça, mais c'est pas... bon. Hein. Mais on fait comment? Ça là, va faire quoi? Je vous assure. Il va vous donner le nom des metteurs de feu là maintenant. Je vous dis là où le feu soyons sérieux. là. Soyons sérieux, il déplore quand même des archives du PUR. C'est parti, c'est parti. Et tout, donc il faut quand même se dire que Serge Espoir Matomba, pour ceux qui suivent son actualité, savent qu'il est le candidat de son parti politique. Il est le candidat pour son parti politique à la présidentielle de 2018. Éric Fopoussi, pour avoir fait la politique, pour avoir vu faire la politique, je peux vous dire quelque chose, c'est que à tout moment, votre propre laptop peut vous laisser. Votre propre laptop, à tout moment, vous pouvez allumer la machine error. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vous relancez, vous allez voir un technicien, vous dit qu'il faut formater. Il faut être préparé à un incendie. Non, je dis comprendra, comme on dit au quartier, comprendra que dans une république, si déjà l'Assemblée nationale a pris feu, ça ne pas servi de leçon. Il faut tout conserver. Nous sommes à 86 incendies dans un pays comme le Cameroun. 86. Ça ne vous fait pas réfléchir. D'accord. J'ai dit à tout ce qui avait été dit, c'est que laisse l'enquête pour faire son chemin. Voilà. On a les spécialistes des incendies. Ils vont dire si c'est parti de la prise. Si ce n'est pas parti de la prise que tu avais oublié, on va pas nous dire dans tout le temps. Toujours est-il qu'en politique, comme on l'a souvent également dit, c'est que tous les coups sont permis, tous les coups sont bons quand ils sont efficaces, et visiblement pour ce coup-là, ces pertes de matériel et d'archives surtout restent peut-être un gros handicap pour eux, même si le PURS se dit de plus en plus déjà motivé, que c'est un acte qui les motive pour la suite. Pour un jeune, comme il est jeune dirigeant d'un parti politique, ça doit même être une source de motivation. Oui. Ça veut dire, si c'est comme il dit, une source criminelle, ça veut dire, c'est une source de motivation, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. Et c'est ce qu'on voudrait pour nos États, c'est-à-dire quoi? D'abord, nous ne sommes pas des États souverains. Il faudrait bien qu'il y ait une génération qui se dit, même si on nous tue, même si on nous assassine, nous allons poser les bases. Parce que Moumien n'était que 4. Ils nous ont amené cette semblant d'indépendance que nous avons. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux. Pourquoi nous, on ne peut pas s'organiser à 10 pour amener encore un peu plus de lumière aux populations? Un peu plus de lumière, et surtout que ce parti politique, pour donner un peu mon avis personnel, je trouve que le nom est très bien choisi. Rénovation sociale, je ne sais pas ce qu'on met dans ce concept-là, mais ça sonne bien.
Peuple uni pour la rénovation sociale. Ça sonne très bien quand même. En tout cas, madame, monsieur, merci à vous d'être là ce matin sur Equinox Télévision. Merci Florazé pour ces informations. On a bien creusé hein, dans votre panier ce matin. La suite du 10-12, le Zénith, encore plus haut. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Voilà, on parle de Red Copper ce matin sur le plateau du 10-12 de Zénith. Et pour en parler, pour nous donner la bonne nouvelle et prêcher la bonne évangile, je reçois sur ce plateau notre chère Miss Claire. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric, bonjour aux panélistes sur le plateau. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, nous sommes là encore ce matin avec votre poêle révolutionnaire Red Copper qui va vous soutenir tout au long de ces fêtes de fin d'année. Avec elle, vous pourrez faire tous vos menus. Franchement, elle va au four avec sa manche qui résiste jusqu'à 500 degrés de température Fahrenheit. Elle vous permet de cuisiner sans une grande quantité d'huile. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité d'huile pour cuisiner avec votre poêle révolutionnaire Red Copper. Elle est légère et extra résistante même au passage de véhicules. Elle est large de 28 centimes. Avec Red Copper, vous cuisinez santé. C'est la poêle la plus polyvalente sur le marché. Alors ce matin, nous allons passer à une petite démonstration. Nous avons apporté ce matin les crêpes. Nous allons vous faire les crêpes ce matin, Eric. Absolument. Pardon, j'aime bien les crêpes quand il y a le sucre, maman. C'est bien, on a tout assaisonné. Voilà. Ne t'inquiète pas. Ce matin, tu as une crêpe spéciale. Merci, maman. Elle n'est pas comptée, hein. Attention. Voilà. Et voilà. Je vais devoir déposer le micro, vraiment, pour pouvoir tenir la poêle Red Copper, pour pouvoir faire ma démonstration tranquillement. Démonstration en direct sur Equinox Télévision avec justement ces crêpes. Oui, vas-y, tendance. Voilà, elle a mis les crêpes dans notre poêle magique. Oui, c'est parce que je n'ai jamais vu la qualité de ces fleurs. Voilà, il faut rappeler que je n'ai pas mis d'huile dans cette poêle. Je la fais sans huile, mais vous allez voir, le résultat est incroyable, je vous assure. Wow. Donc avec notre poêle Red Copper, on peut facilement avoir un régime alimentaire très digeste. Oui, vous pouvez faire tous vos repas. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité d'huile pour pouvoir cuisiner. Et le résultat est sensationnel. Les diabétiques sont en haut. Je vous assure. Je vais prendre pour ma belle-mère. Merci, tendance. Derrière ma chérie. Et voilà. C'est le prix qui va nous séparer. Non, regardez. Elle est non collante, s'il vous plaît. Vous pouvez zoomer. Wow. Regardez le résultat. Est-ce qu'on peut zoomer un tout petit peu? Est-ce que vous pouvez zoomer, s'il vous plaît? Oui, c'est zoomé. Voilà. Je vais la retourner. Ah. Waouh. Oh là là. Beau spectacle. Ouais. Bravo, hein, Claire. Avec ça, Flora, tu as envie de cuisiner tous les jours. Pratiquement. Je t'ai dit tous les jours, tu as envie de cuisiner. Et sans huile, c'est la bonne Sans nouvelle. huile. Merci. Sans huile. Elle est non collante. Vous-même, vous allez voir le résultat. Et voilà. Voilà. Ça donne Pardon, envie. même pas à côté, c'est pour moi là-bas.
Regardez, vous pouvez voir, observer. Elle est collé. propre, la poêle est propre. Fais D'accord. l'autre, maman, pardon. Ok. À la demande de tendance, je vais faire une autre crêpe. Waouh. C'est un grand moment de télévision qu'on vit en ce moment hein, sur Equinox Télévision avec les crêpes Mamie sur crêpe désormais, je vais la t'appeler poêle comme ça. Red Copper. Et voilà. Avec une Voilà. dextérité. Vous laissez tout simplement mijoter. Elle se décolle toute seule. Elle est non collante. Franchement, ce week-end, je vous dis, je me suis régalée. Waouh. Ouais, Merci pour les infos du week-end. regardez. Vous pouvez observer. Waouh. Voilà. Hmm. C'est simple. Pour entrer en possession de votre poêle, il suffit de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, à savoir le 76 05 10 06. Ça, c'est pour les contacts des gens qui sont à Douala. Douala, c'est le 676 05 10 06 ou le 691 38 10 17. 17 10, pardon. Le 691 38 17 10. Et pour tous ceux-là qui sont à Bafoussam, il suffit de contacter le numéro 698 83 98 50. Je répète, 698 83 98 50. C'est pour tous ceux-là qui sont du côté de Bafoussam. Et pour toutes ces personnes qui sont à Yaoundé, il suffit de nous contacter au numéro 699 74 19 35. Le 699 74 19 35. Vous pourrez entrer en possession de votre poêle Red Copper. Et voilà. Et la suite nous réserve encore de très très belles choses avec vous, Claire, ce matin. Le temps qu'on qu'on change pour la crêpe qui est actuellement sur la poêle Red Copper. Ouais. Évoquer les gants ce matin. Ouais. Si pour moi, ma part ne sort pas. Oh, oh. Le premier, là, c'est pour moi. Deuxième Voilà. crêpe est toujours le même résultat. Voilà. Oui, et toujours le même résultat. Vous pouvez voir. Bravo. On n'a pas eu besoin de mettre d'huile, je vous assure. Bravo. Elle est non collante. Le résultat est vraiment ouf. Je vous invite à présent à suivre le deuxième spot. Les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Et donc, retour ici pour parler donc de Super Gants, ces gants super avec toujours Claire. Oui, Eric, voici vos gants, Super Gants. Super Gants est fabriqué à base de silicone. Il est anti-brûlure, anti-chaleur. Dernièrement, j'ai fait une petite démonstration, vous-même vous avez pu le voir. Super Gants vous permet de prendre des aliments en pleine cuisson. Avec Super Gants, vous êtes à l'abri des brûlures. Il suffit tout simplement de les enfiler, comme ceci. Je vais enfiler mes Super Gants. Démonstration en direct de Super Gants, ouais. J'enfile mes C'est Super Gants comme super. ceci. Ouais. Voilà, très bien. Et il suffit tout simplement de plonger. Vous pourrez plonger votre main dans l'eau sans crainte de se faire brûler les doigts ou quoi que ce soit. Alors, Super Gants coûte 6 000 francs CFA et votre poêle Red Copper 15 000 francs CFA. Mais l'ensemble coûte 18 500 francs. Pour ces 20 personnes qui vont nous contacter ce matin, nous laissons votre poêle Red Copper et Super Gants à 18 500 francs. D'accord.
Merci Et s'il vous plaît, pour entrer en possession de votre poêle ou de votre super gant, il suffit tout simplement de nous appeler au 676 pour ceux qui sont à Douala 05 10 06 ou le 6 91 38 17 10. Et pour tous ceux-là qui sont à Bafoussam, il suffit de nous contacter au 6 98 83 98 50. Pour les gens de Yaoundé, le 6 99 74 19 35. Alors vous entrez en possession de votre poêle Red Copper et de vos super gants. N'oubliez pas que s'acheter une poêle Red Copper ou super gants, c'est s'offrir le meilleur cadeau de fin d'année. Merci Eric. Merci Claire. Les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Retour donc sur ce plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, la chaîne numéro 1. Et de loin, ça vous le savez, avec maintenant la prochaine articulation qui va se faire, c'est interpellation. Donc. Pour ce qui est du développement et du progrès pour notre pays, il serait mieux que les jeunes travaillent, qu'ils aient de l'emploi. Parce que c'est des gars qui ont été à l'école, mais à partir du moment où ils sont au chômage, comment notre pays peut se développer? Il serait mieux qu'ils soient en train de travailler. Parce qu'à partir du moment où ils travaillent, le pays se développe. Ils ont été à l'école, ils sont intelligents, ils sont jeunes, ils ont de l'énergie. Donc il serait mieux que la jeunesse trouve du travail. Il serait mieux que la jeunesse soit employée pour que notre pays se développe. Et qu'on développe aussi le secteur agricole pour que les produits produits par notre pays soient consommés et d'autres exportés même pour que les devises entrent au pays. Très bien, on évoque ce matin une problématique très importante, celle du chômage des jeunes. Bobok Bengan. Oui, mais notre compatriote a raison. Mais comme les jeunes ne trouvent donc pas le travail, on fait comment? Tout le monde sait qu'il faut qu'ils travaillent. Il faudrait donc qu'on enlève les gens qui empêchent aux jeunes de travailler. C'est tout. La formule est bien trouvée. 3% de la population française s'occupe de l'agriculture. Or, elle nourrit la France et la France exporte. Nous avons 60% de la population qui s'occupe de l'agriculture. On ne mange pas à notre faim et on importe. Et il faut enlever les gens qui gouvernent ce pays, c'est tout. L'autosuffisance alimentaire est très loin d'être... Je n'ai parlé que de l'agriculture, hein, parce que je ne parle pas des autres secteurs. L'agriculture aussi qui est le plus souvent pointée comme étant la clé de voûte de la sortie du chômage au Cameroun. Donc je le dis à votre suite, à dessein, un Bobok. Tendance? Oui, il faut aussi dire qu'il y a des jeunes là que quand ils trouvent le travail, ils simplifient le salaire. On vous connaît. Ça commence un peu. On n'a pas construit Paris en un jour. Il faut aller mollo. Quand tu commences un travail, le petit salaire de base qu'on te donne, vraiment, travaille seulement bien. Au fur et à mesure que tu travailles bien, même tes encadreurs, je ne sais pas si ça veut dire encadreur, ou encore tes patrons, peuvent voir comment tu t'appliques, ils augmentent ton salaire. Tu vas voir quelqu'un qui va sortir de l'école, il commence un travail, peut-être il a 75 000 francs le mois. C'est lui qui va s'asseoir dans un bar et raconter aux gens que, au lieu d'aller travailler pour 75 000 francs, mieux je bois moi mes bières. Ils peuvent me payer combien? Donc, le travail commence par là. C'est un peu. On ne peut pas se lever tout d'un coup comme ça. On dit qu'on vient de sortir de l'école, on trouve un petit travail, même qui peut payer une chambre à Douala. On commence à simplifier le salaire. Très bien. Chalamel, vous avez beaucoup travaillé sur les projets de jeunes au Cameroun, donc vous êtes aussi interpellé ce matin. C'est les gens comme tendance comme ça qu'on doit maîtriser. Pourquoi quoi? Non, je dis c'est les gens comme tendance comme ça qu'on doit maîtriser. Nous sommes dans un pays de droit. Un gars ne peut pas sortir de l'école avec des diplômes, une instruction de qualité. Ça légitime dans le fait tendance que quelqu'un qui soit sorti de l'école normale passe 35 mois sans salaire.
qui passent presque 60 mois sans salaire. Non, c'est légitime. En disant, petit frère, attends, on n'a pas gagné ça en une journée, attends, on a en train de traiter ton dossier. C'est ça. Il faut régler, il faut payer à la hauteur des résultats qu'on veut avoir. Si vous voulez atteindre 1000 milliards, vous devez vous arranger à mettre tous ceux qui sont à côté à l'aise. Ça, c'est important. On ne peut pas vouloir gagner 1000 milliards en jetant les gens dans la boue. Impossible. Absolument. Parce qu'un employé, un jeune qui vient se faire recruter chez vous, en quittant, il a des rêves, il a des ambitions. Il veut aussi atteindre. Pourquoi pas grandir comme vous? Mais s'il arrive, la vie, le stress, sa famille, le stress, il arrive chez vous et le peu que vous lui donnez le stress, je vous assure, vous n'aurez pas de rendement, vous n'aurez pas de résultats. Très bien, raison pour laquelle je dis, ce monsieur a bien parlé, donnez la possibilité aux jeunes de s'asseoir. Vous avez des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas de diplôme, ils touchent gros. Alors que dans les entreprises, il y a des gars qui ont des qualifications, il y a des gars qui ont des compétences, qui travaillent pour ces gens qui sont assis, qui n'ont pas de diplôme. Florazé. Oui, à 70%, le secteur informel bouscule quand on parle d'économie au Cameroun. Même dans le secteur informel, il est difficile à ces jeunes qui ont dit, OK, avec le background des diplômes que j'ai, je ne réussis pas à m'insérer sur le plan travail dans mon pays. Alors je m'insère, j'essaye un peu avec les petits métiers, je m'essaye de m'en sortir. Même là aussi, il y a encore un blocus. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pour avoir un bon rendement, on a le droit de revendiquer également une bonne tenue de travail et d'avoir justement le salaire qui va avec ce qu'on donne au quotidien. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin de ce numéro de l'interpellation. Voilà. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprise ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et nous recevons sur ce plateau ce matin M. Tambo de Grand Bazar. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12. Et bonjour, bon début de semaine également à tous les fidèles clients de Grand Bazar. Et nous sommes là encore une fois de plus pour la dernière ligne droite de l'année 2017 et nous vous invitons à venir avant la fin de cette année acquérir votre nouvelle gamme de tricycles Lifan issue de la toute dernière technologie de l'Infant Group Industrie, plus sophistiquée, plus moderne, plus résistant, plus solide et facile pour vous de transporter rapidement vos marchandises vers vos clients. Et ne ratez pas l'occasion d'acheter un tricycle nouvelle version et repartir avec deux à travers notre tombola qui vous donne à 80% la chance de devenir propriétaire de 2 tricycles en un seul tour, Eric. D'accord, place donc maintenant à la consommation et carburateur réduit. Bien sûr, et cette nouvelle version 2018 des tricycles Lifan sont dotés des avantages et spécifications techniques que vous ne verrez jamais ailleurs. Par exemple, la carrosserie spacieuse qui peut contenir jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Son ensemble pompe-booster qui permet au tricycle de supporter les lourdes charges ou 2000 kg ou 40 sacs de ciment en un seul tour. Alors, vous avez aussi notre service après-vente qui regorge des techniciens chevronnés qui ont été formés et qui sont là pour vous satisfaire. On vous a dit, c'est situé à non loin de Néon de Côte, au lieu dit ancien CMPS. Vous avez la garantie de 6 mois ou 6000 km. Vous avez son moteur 200cc très puissant avec son réducteur. Quand vous investissez votre million pour acheter un tricycle, vous ne regretterez pas parce que
le tricycle Lifan ne consomme presque rien. Ça consomme 4 litres de carburant en 100 km. Alors, l'industrie Lifan Group a pris en compte vos doléances. Il sait que la vie coûte cher. Ils ont su que le carburant coûte cher à la pompe. Alors, les carburateurs des tricycles Lifan sont très réduits cette fois-ci. Vous n'avez que 4 litres. Nos clients de la ville de Kribi, Edea et Limbe peuvent le témoigner. Ils ont fait de l'expérience. Ils ont consommé 4 litres ici et ils ont testé le tricycle jusqu'à Limbe, jusqu'à Boya. Certains sont arrivés avec le reste du carburant dans le réservoir. Seuls les tricycles Lifan possèdent des carburateurs 200 cc réduits, capables de vous rendre satisfaction et vous donner le sourire en fin de journée, parce que les entreprises consomment 4 litres et le tricycle abat un travail énorme sur le terrain. Et voici donc le moment de courir chez Grand Bazar, entrer en position de cette nouvelle gamme de tricycles qui vient d'arriver ici chez nous et pour aborder en beauté l'année 2018 et finir en beauté également l'année 2017. Je vous rappelle ici que à la fin de ce mois, vous n'aurez plus la promotion. Alors, ne regrettez pas parce que jusqu'ici, vous courez, vous demandez les tricycles d'1 million. Pourtant, quand c'était disponible, vous avez joué au chat et à la souris. Alors, courez maintenant parce que c'est à partir de 1 100 000 francs. Quand décembre va passer, on vous dira que ce stock n'existe plus. Vous allez commencer à le regretter, Eric. Merci beaucoup. Je ne saurais vous quitter ici sans vous dire enjoy Lifan, enjoy life. Transportez jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, on est donc là pour vous accompagner comme chaque matin. Florazé, 2 messages ou 3 avant de partir. Alors, on a Polydori depuis Fumban qui réagit. Les élites et les autorités de ce pays ne font rien, c'est normal, puisque leur âge ne leur permet plus de bien réfléchir. Par exemple, la ville de Fumban bat le record avec l'état des routes et le problème de délestage. C'est sa participation ce matin. Et puis, concernant l'histoire du jour, ce monsieur devrait annuler ce mariage parce que sa femme ne connaît pas la culture africaine et en plus, elle veut déjà commencer. C'est assez radical quand même. On n'annule rien. C'est assez radical. À terminer. Autre message. Autre message, Nasser réagit, même dans notre administration, on retrouve des sécessionnistes cachés. Sinon, comment comprendre les récents événements? Donc voilà, avec les livres Moving Study, il faudrait bien revoir ça. Non, ça devient compliqué. Moi, je ne peux pas admettre ça. Le président de l'Assemblée nationale nous a dit à un moment que Boko Haram était là, au palais de l'unité. Il fait arrêter son garde du corps en disant être de Boko Haram. On vient de le relaxer pour faire non établi. Non, ne faisons pas lorsqu'on est un pays qui a d'abord des difficultés économiques, qui a la misère, et on s'amuse à développer n'importe quelle thématique. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec cette Camerounais les uns contre les autres. C'est une tactique aussi de l'ennemi extérieur. Le président Biya a les solutions en main, qu'il engage un dialogue national et les solutions seront trouvées. Et qu'on bannisse tous les tabous qui sont aujourd'hui établis dans ce dialogue, effectivement. Florazé, merci infiniment pour ces messages. Merci à tout le plateau. Merci infiniment. C'est un début de semaine très fort. On va surtout vous souhaiter une très bonne journée sur Equinox Télévision. À demain.